Un matin sahélien, une annonce a fissuré le silence et déplacé les repères. Alors que l'effondrement agricole était annoncé, une promesse a inversé les attentes, opposant au modèle climatique une ambition jugée impossible par l'extérieur. Que se passe-t-il quand une décision portée par Ibrahim Traoré oblige un pays entier à reconsidérer ce qu'il croyait irréalisable et place chaque citoyen devant une responsabilité nouvelle? Peut-être l'ouverture d'un horizon que personne n'osait nommer. La promesse est claire, mais le prix à payer l'est tout autant. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'introduction d'une culture improbable dans un environnement réputé hostile, mais la capacité d'un pays à reprendre la main sur son propre récit. En quelques phrases, l'initiative a déplacé le débat. Il ne s'agissait plus d'attendre une aide extérieure ou de subir des diagnostics figés, mais d'assumer un risque collectif, visible, mesurable dans le temps. Le bénéfice potentiel est simple. Retrouver une marge de choix, retrouver une dignité économique et symbolique. Pour les jeunes, l'enjeu dépasse l'agriculture, c'est la possibilité de rester, d'investir leur énergie dans un projet commun plutôt que de chercher une issue ailleurs. Pour les communautés rurales, c'est l'ouverture d'un levier inédit, même fragile, face à des décennies de dépendance et de rendement faibles. Mais cette promesse porte une menace symétrique. Un échec public renforcerait les récits de fatalité, validerait les moqueries extérieures et laisserait derrière lui une fatigue sociale profonde. Tout se joue donc sur une ligne étroite, où l'audace peut devenir moteur ou fardeau durable. Dès les premières semaines, des milliers de volontaires affluaient chaque jour vers des terrains que beaucoup jugeaient perdus. Ce volume humain, inhabituel pour une initiative agricole née au cœur du Sahel, a constitué le premier signal d'un renversement inattendu. Ce qui avait été présenté comme une annonce irréaliste produisait en pratique un effet mesurable, une mobilisation continue, quotidienne, qui contredisait frontalement les prévisions de désengagement et d'échec rapide. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer l'initiative dans son contexte. Le Burkina Faso traînait depuis longtemps le poids d'un récit extérieur dominé par la sécheresse, l'instabilité et la dépendance. Dans ce cadre, l'annonce portée par Ibrahim Traoré ne se limitait pas à un objectif agricole. Elle entrait en collision directe avec une vision largement partagée selon laquelle certaines limites naturelles ne pouvaient être franchies. Cette collision a produit une réaction en chaîne. Les critiques internationales ont figé le projet dans la catégorie de l'utopie, tandis qu'à l'intérieur du pays, la même promesse agissait comme un déclencheur psychologique. Les premiers jours ont révélé cette dynamique. Des soldats ont quitté temporairement les casernes, des agriculteurs ont suspendu leur routine, des familles ont transformé leurs cours en pépinières improvisées. Ce déplacement d'énergie collective n'était pas coordonné par une structure lourde. Il reposait sur une adhésion spontanée, nourrie par l'idée que l'échec n'était plus seulement technique, mais symbolique. Abandonner aurait signifié confirmer les diagnostics extérieurs. Dans cet environnement, chaque plan mis en terre devenait un test, non seulement pour le sol, mais pour la cohésion sociale elle-même. La rareté de l'eau, la pression du bétail et la fragilité des semis ont rapidement rappelé la dureté du défi. Pourtant, la continuité de la mobilisation, jour après jour, révélait une autre réalité. Le projet avait déjà dépassé son objectif initial. Il fonctionnait désormais comme un révélateur, exposant la capacité d'un pays à s'organiser face aux doutes sous le regard sceptique du monde. Pour saisir l'impact précoce du projet, il faut quitter les discours et regarder les visages. Dans un village proche de Bobo-Dioulasso, une mère expliquait à la télévision nationale qu'elle n'avait jamais goûté au chocolat, mais qu'elle voulait voir ses enfants en produire un jour. Cette phrase, simple et fragile, a circulé bien au-delà de son foyer. Elle condensait une bascule intime. Le projet cessait d'être abstrait pour devenir transmissible, presque héréditaire. Les plans entretenus dans la cour familiale n'étaient pas une promesse de rendement, mais un acte d'anticipation, une manière de dire que l'avenir pouvait être façonné à la maison. Un autre cas éclaire la dynamique à l'œuvre. Musa, jeune volontaire, parlait de la protection des cacaoyers comme d'une garde rapprochée. Chaque soir, avec d'autres, il organisait des rondes improvisées pour repousser le bétail errant.
Les gestes étaient modestes, réparer une clôture, replacer un tuteur, arroser à la lampe. Pourtant, ces routines ont créé une discipline nouvelle. Elles ont transformé l'effort individuel en responsabilité partagée et l'attente passive en vigilance collective. Ces trajectoires individuelles révèlent un effet immédiat, l'apparition de rôles sociaux inédits. Des femmes devenaient formatrices informelles en pépinière, des jeunes prenaient la tête d'équipe de surveillance, des anciens transmettaient des savoirs d'adaptation au sol. Le projet produisait ainsi ses propres médiateurs, capables de traduire une ambition nationale en pratique quotidienne. L'impact précoce n'était pas mesuré en hectares, mais en comportements stabilisés, répétés, reconnus par le groupe. À ce moment-là, une conviction s'impose doucement. L'élan devient une identité partagée. Avant l'annonce, le rythme était lent et défensif. Les terres du Sahel imposaient leurs règles, les calendriers agricoles se répétaient et l'horizon semblait verrouillé par la sécheresse. Après l'annonce, tout s'est accéléré. Le temps s'est comprimé. En quelques jours, des lieux ordinaires sont devenus des points de ralliement. Des outils circulaient de main en main. Des seaux passaient. Des trous s'ouvraient dans une terre que l'on disait stérile. Le projet entrait dans sa phase d'activation brutale et visible. La montée en intensité a suivi presque immédiatement. Les premiers semis ont affronté une réalité implacable. Soleil écrasant, pluie absente, animaux errants. Les pertes ont été rapides. Des rangées entières disparaissaient en quelques heures. Les anciens exprimaient leurs doutes. Les critiques extérieures s'amplifiaient, relayant des images de plans brûlés comme preuve d'un échec annoncé. Pourtant, à l'intérieur, le mouvement ne se dissolvait pas. Chaque revers produisait une réaction. On replantait, on déplaçait les pépinières, on improvisait des protections. La cadence augmentait au lieu de ralentir. Le point de tension maximale est arrivé lorsque l'ironie internationale a atteint son sommet. Les reportages revenaient filmer ce qu'ils pensaient être une démonstration finale d'impossibilité. Les images circulaient, les commentaires se durcissaient, mais l'effet attendu ne s'est pas produit. À l'inverse, la critique a agi comme un catalyseur interne. Une fierté résistante s'est installée. Abandonner aurait signifié confirmer le regard extérieur. Continuer devenait un acte de cohérence collective. C'est dans ce contexte que la parole d'Ibrahim Traoré a repris de la place. Sa réapparition publique, tenant des plans morts pour rappeler que la liberté exige de se relever après chaque chute, a marqué un tournant symbolique. Le discours ne promettait pas le succès. Il validait l'effort. Il transformait l'échec partiel en étape assumée. Cette reformulation a stabilisé le mouvement. Le projet cessait d'être évalué uniquement à l'aune de résultats immédiats. Il s'inscrivait dans une temporalité plus longue. Les mois suivants ont constitué la phase de réorganisation. Des équipes se sont structurées, des centres de formation et de recherche ont émergé. Les pratiques se sont ajustées. L'attention s'est déplacée de la simple plantation vers la protection et l'apprentissage. La deuxième année a pourtant ramené une épreuve majeure, une sécheresse plus dure encore. Les pertes ont repris, les doutes ont ressurgi. Mais un noyau de volontaires persistait, renforcé par l'expérience accumulée. Les routines se sont durcies, les solidarités se sont épaissies, puis est venue la phase de rémanence. Quelques plans ont survécu. Peu nombreux, mais visibles. Leur résistance a suffi à maintenir l'élan. Autour d'eux, l'effort s'est concentré. Les gestes sont devenus plus précis. La troisième année a vu apparaître un changement de paysage. Lent, fragile, réel. Le récit n'était plus celui d'un choc ponctuel, mais d'une trajectoire en construction, marquée par des cycles d'épreuves et de reprises. Au départ, la situation de référence était claire. Les terres ciblées présentaient une mortalité élevée des semis, une disponibilité hydrique faible et une expérience locale limitée avec une culture aussi exigeante. Dans cette configuration initiale, la survie des plants semblait marginale et l'effort collectif risquait de s'éroder rapidement. Ce point de départ constitue la ligne de base à partir de laquelle toute évolution devait être observée sans embellissement ni projection excessive. Le premier changement mesurable concerne la mobilisation humaine. Là où l'on attendait un essoufflement progressif, le flux de volontaires est resté constant sur plusieurs cycles de plantation. L'ordre de grandeur est significatif. Des milliers de personnes se relayaient quotidiennement au pic de l'engagement, non pas sur quelques jours, mais sur des semaines entières. Cette continuité marque un écart net avec la ligne de base,
où les initiatives agricoles comparables s'étaient souvent limitées à des élans ponctuels. La donnée essentielle n'est pas le chiffre exact, mais la persistance du volume, indicateur d'une adhésion durable. Un deuxième glissement apparaît dans l'état des terres sur une période de 3 ans. La première année a confirmé les anticipations négatives avec une disparition massive des semis. La deuxième année a accentué cette tendance sous l'effet d'une sécheresse plus sévère. Pourtant, la troisième année introduit une rupture observable. Des centaines de vergers montrent des signes de reprise. Le contraste est visuel autant que fonctionnel. Là où la ligne de base annonçait un échec total, l'évolution révèle une capacité partielle mais réelle de maintien des plants. Ce delta, même fragile, suffit à invalider l'hypothèse d'une impossibilité absolue. Le troisième indicateur concerne la chaîne de valeur. Initialement, aucune capacité industrielle locale n'était associée au projet. Le cacao, s'il survivait, devait théoriquement rester une matière brute sans débouché structuré. Or, à la fin de la troisième année, l'ouverture d'une première unité de transformation à Bobo-Dioulasso marque un seuil qualitatif. Une ligne de production, modeste mais opérationnelle, permet désormais de transformer localement une partie des récoltes. L'apparition d'une seconde unité dans la capitale renforce ce mouvement. Le passage de zéro infrastructure à une capacité industrielle embryonnaire constitue un changement net par rapport à la situation initiale. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La mobilisation ne s'est pas dissipée. Les terres n'ont pas totalement cédé. La transformation n'est plus théorique. La présence d'Ibrahim Traoré dans les moments clés du projet a joué un rôle de stabilisation symbolique, en rappelant que ces évolutions devaient être lues comme des paliers, non comme des aboutissements. Le delta observé ne garantit pas le succès final, mais il démontre que le projet a franchi des seuils que la ligne de base jugeait inaccessibles. Deux critiques majeures structurent encore le regard extérieur porté sur le projet. La première est climatique. Selon cette lecture, le Sahel ne dispose ni de l'humidité, ni de la stabilité hydrique nécessaire à une culture aussi exigeante. Les pertes observées lors des premières années seraient donc la confirmation logique d'une impossibilité structurelle. Dans cette perspective, persister reviendrait à nier des contraintes physiques incontournables et à exposer inutilement des ressources humaines déjà fragiles. La seconde critique est économique et politique. Elle affirme que l'initiative détourne l'attention de priorités plus urgentes. Mobiliser des milliers de volontaires autour d'un projet à long terme serait, selon cet argument, une fuite symbolique face à des besoins immédiats. Les images de plans morts serviraient alors de preuve que l'effort collectif aurait pu être investi ailleurs, dans des secteurs jugés plus réalistes ou plus rentables à court terme. Ces deux arguments sont cohérents et ils s'appuient sur des observations réelles. Le climat est rude, les pertes ont été lourdes, les risques existent. Pourtant, une lecture attentive de l'évolution interne nuance fortement ces conclusions, car l'analyse ne peut se limiter à la survie biologique des plans isolés du contexte social qui les entoure. Ce que ces critiques sous-estiment, c'est la nature du processus déclenché. Sur le plan climatique, le fait décisif n'est pas que tous les semis aient survécu, mais que certains aient résisté. Cette survivance partielle a suffi à enclencher un apprentissage collectif. Protection contre le bétail, adaptation des pépinières, ajustement des pratiques. Le projet n'a pas nié la contrainte, il l'a intégrée progressivement. L'impossibilité annoncée devient alors une difficulté gérable, non un mur infranchissable. Sur le plan économique, la mobilisation n'a pas dilué l'énergie sociale, elle l'a concentrée. Les routines créées, les rôles nouveaux et l'émergence d'une capacité de transformation locale montrent que l'effort ne s'est pas évaporé dans le symbole. La parole d'Ibrahim Traoré a cristallisé cette orientation. L'enjeu n'était pas d'obtenir un rendement immédiat, mais de construire une trajectoire. Le Stillman s'effrite lorsque la réalité observée révèle un mouvement plus structurant que ses critiques ne l'avaient anticipé. Puis vient un moment où l'on reconnaît qu'un seuil a été franchi. Ce basculement apparaît lorsque le projet cesse d'être uniquement défensif. Jusqu'ici, l'énergie collective servait surtout à résister, replanter, protéger, recommencer. À mi-parcours, une autre logique s'installe. Les efforts ne visent plus seulement à empêcher la disparition des plants, mais à organiser ce qui peut durer. Ce changement est discret, mais décisif. Il transforme une lutte contre l'échec en construction d'un socle.
Le signe le plus révélateur est l'émergence d'infrastructures de transformation. L'ouverture d'une première unité à Bobo Dioulasso et modifie la lecture du projet. Ce n'est pas encore une industrie robuste, mais c'est un point d'ancrage. Le cacao n'est plus seulement un pari agricole, il entre dans une chaîne de valeur concrète. Les gestes accomplis dans les champs trouvent désormais un prolongement mesurable, même limité. La présence d'Ibrahim Traoré lors de cette étape renforce la portée du moment. Il ne s'agit plus de convaincre par la promesse, mais de montrer une continuité entre l'effort initial et une capacité nouvelle. Le projet change ainsi de statut. Il ne peut plus être réduit à une provocation symbolique. Il devient un processus observable, avec des lieux, des machines, des travailleurs. À ce stade, l'histoire ne se joue plus seulement contre les contraintes naturelles, elle se joue contre le temps. Et c'est précisément ce déplacement qui redéfinit les enjeux pour la suite. Les effets du projet cacao ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les groupes, révélant une transformation à plusieurs vitesses, mais lisible dans ses lignes de force. Pour les institutions nationales, l'impact est d'abord stratégique. L'initiative a obligé l'administration à sortir d'une posture d'attente pour entrer dans une logique d'accompagnement. La coordination entre autorités locales, centres de formation et unités de transformation a créé des circuits de décision plus courts. Ce mouvement reste fragile, mais il introduit une capacité nouvelle, celle d'aligner une vision politique avec des pratiques de terrain. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les moments clés a renforcé cette cohérence en donnant un cadre narratif commun à des actions dispersées. L'État ne se contente plus d'annoncer, il observe, ajuste et soutient. Pour les acteurs économiques, notamment les petites entreprises et coopératives, la conséquence est l'ouverture d'un espace inédit. La transformation locale du cacao, même à faible volume, a créé des besoins nouveaux. Transport, conditionnement, maintenance, distribution. Des ateliers artisanaux apparaissent autour des unités existantes. Les marges restent étroites, mais la logique change. La valeur n'est plus entièrement captée à l'extérieur. Cette rétention partielle redéfinit les incitations économiques et encourage une structuration progressive de la filière, là où il n'existait auparavant qu'une production brute sans débouché clair. Pour les habitants et les communautés rurales, l'effet est plus quotidien. Le projet a modifié les routines et les relations sociales. Les tâches partagées autour des vergers ont renforcé des formes de coopération qui dépassent la simple agriculture. Arroser, surveiller, protéger sont devenus des gestes collectifs. Les familles observent les plans survivants comme des repères temporels, des signes que l'effort répété peut produire autre chose que de la fatigue. Cette dynamique n'efface pas les difficultés, mais elle transforme la perception de l'avenir, en introduisant une attente active plutôt qu'une résignation passive. Pour la région et l'environnement géopolitique, les conséquences sont plus subtiles mais réelles. Le Burkina Faso est désormais observé comme un laboratoire d'autonomie agricole. Des pays voisins suivent l'expérience, non pour l'imiter immédiatement, mais pour en tirer des enseignements. Ce regard nouveau modifie les équilibres symboliques. Un pays longtemps décrit comme dépendant devient porteur d'une initiative originale, même imparfaite. Cette visibilité accrue attire autant l'intérêt que la prudence, mais elle repositionne le pays dans les conversations régionales. Prises ensemble, ces effets dessinent une transformation systémique. Aucun groupe ne bénéficie d'un gain immédiat et définitif, mais tous perçoivent un déplacement. Le projet ne promet pas une rupture brutale, il installe une trajectoire. Et c'est précisément cette accumulation de conséquences concrètes, différenciées mais convergentes, qui ancre l'initiative dans le réel. À ce stade, l'évolution du projet cacao ne peut être pensée comme une trajectoire unique. Les prochains mois ouvriront plusieurs chemins possibles, tous conditionnés par des facteurs simples, sans projection de probabilité. Dans un scénario de base, celui de la continuité sous contrainte, la dynamique actuelle se maintiendrait. Si les pluies restent limitées mais suffisamment régulières, alors les vergers ayant déjà résisté pourront poursuivre leur croissance lente. Si les équipes locales conservent leur routine de surveillance et d'entretien, alors les pertes resteront contenues. Dans cette configuration, la production demeurerait modeste, mais stable, permettant aux unités de transformation existantes de fonctionner sans rupture. Le projet avancerait par petits pas, consolidant ce qui a déjà été acquis sans élargissement majeur.
Un scénario plus favorable se dessine si plusieurs conditions convergent, si une saison légèrement plus clémente survient et si les techniques d'irrigation et de protection se diffusent plus largement, alors l'expansion des vergers deviendra possible. Dans ce cas, les coopératives et petites entreprises pourraient augmenter progressivement leur volume transformé. Cette montée en puissance renforcerait la crédibilité régionale de l'initiative. L'image d'un projet expérimental évoluerait vers celle d'un modèle émergent, capable d'inspirer des coopérations techniques avec les pays voisins. Un scénario de tension enfin ne peut être écarté. Si une nouvelle sécheresse comparable à celle de la deuxième année frappe les zones cultivées, alors une partie significative des plants pourrait disparaître. Si parallèlement les pressions extérieures s'intensifient, qu'elles soient économiques ou narratives, alors la filière naissante subirait un ralentissement. Dans cette hypothèse, l'enjeu principal serait d'éviter la démobilisation, le projet ne s'effondrerait pas, mais il entrerait dans une phase de résistance prolongée. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne repose sur une intervention miraculeuse. Tous dépendent de la capacité collective à maintenir des routines, à apprendre des pertes et à préserver une cohérence entre vision et pratique. La présence d'Ibrahim Traoré dans l'orientation générale rappelle que la question centrale n'est pas de choisir le scénario le plus favorable, mais de rester capable d'agir dans chacun d'eux. Pour une partie du public, l'histoire du cacao résonne d'abord comme un miroir social. Les familles rurales y voient la traduction concrète d'un effort partagé, où chaque geste compte même lorsque le résultat reste incertain. Observer des vergers fragiles survivre à des saisons hostiles modifie la manière de penser le quotidien. L'avenir n'est plus seulement subi, il devient quelque chose à entretenir, jour après jour, avec des choix simples mais répétés. Pour d'autres, notamment les jeunes, l'impact est plus personnel. Le projet a introduit une alternative mentale à l'idée du départ. Travailler à protéger des plants, apprendre une technique nouvelle, participer à une équipe locale a créé un sentiment d'utilité immédiate. Cette utilité ne promet pas un succès rapide, mais elle donne une raison de rester engagé. Le lien au territoire se transforme. Il n'est plus un espace de contrainte, mais un lieu d'investissement possible. Un troisième groupe, plus éloigné géographiquement, observe cette évolution avec une attention différente. La diaspora et les spectateurs extérieurs découvrent un récit qui ne correspond pas aux images habituelles associées au Sahel. Ce décalage invite à reconsidérer des certitudes anciennes. Il ne s'agit pas d'idéaliser une initiative encore fragile, mais de reconnaître que des dynamiques inattendues peuvent émerger là où l'on n'attendait qu'un échec annoncé. Ces lectures croisées produisent un effet subtil. Elles rapprochent des expériences qui semblaient disjointes. Elles montrent que la transformation ne se limite pas à des indicateurs techniques. Elle s'inscrit aussi dans la manière dont chacun se projette, juge ou choisit de s'impliquer à distance. À ce niveau, le projet agit comme un point de connexion, invitant à une réflexion plus large sur ce que signifie accompagner un changement sans en dicter le rythme. Pour transformer l'élan actuel en structure durable, une trajectoire opérationnelle s'impose, articulée autour d'étapes simples et vérifiables. Le premier levier concerne l'organisation locale. Si chaque village consolide des équipes dédiées à la surveillance et à l'entretien des vergers, alors les pertes liées au bétail et aux négligences ponctuelles pourront être réduites. Cette étape repose moins sur des moyens nouveaux que sur la stabilisation de routines déjà éprouvées. Le deuxième levier est la formation et la formation. Les centres apparus au fil du projet doivent devenir des points d'ancrage permanents. Si les sessions pratiques se multiplient, portant sur l'irrigation, la gestion des pépinières et la protection des sols, alors l'hétérogénéité des pratiques diminuera. Cette homogénéisation est essentielle pour éviter la répétition des erreurs observées. Lors des premières phases, elle permet aussi de transmettre rapidement les ajustements qui ont fonctionné. Le troisième levier touche à la transformation industrielle. Les unités existantes doivent aligner leurs capacités sur des volumes réalistes. Si les calendriers de production sont ajustés aux récoltes effectives, alors la chaîne de valeur gagnera en crédibilité. Cette cohérence protège le projet d'une surenchère symbolique et ancre les efforts agricoles dans des débouchés concrets. À ce stade, la référence régulière d'Ibrahim Traoré à l'autonomie économique agit comme un rappel stratégique.
La transformation locale n'est pas un supplément, mais un objectif central. Enfin, un quatrième levier concerne la coopération régionale. Si les échanges techniques avec les pays voisins se structurent, alors le projet bénéficiera d'un retour d'expérience élargi sans perdre son identité. Cette ouverture renforce la résilience globale et inscrit l'initiative dans un espace plus vaste que ses frontières immédiates. Dans les villages où l'initiative a pris racine, certains visages restent en mémoire. Celui de la mère qui disait n'avoir jamais goûté au chocolat, mais qui voulait que ses enfants puissent en produire un jour, continue de circuler comme un repère silencieux. Son récit n'a rien d'extraordinaire, et c'est précisément ce qui lui donne sa force. Il relie l'ambition collective à un désir simple, transmissible, presque domestique. Les jeunes plants entretenus dans sa cour deviennent ainsi plus que des arbres. Ils incarnent une continuité possible. Ce fil émotionnel rejoint la trajectoire portée par Ibrahim Traoré, pour qui chaque plan vivant symbolise une affirmation de dignité plutôt qu'une victoire technique. Le temps a montré que le projet ne se mesurait pas uniquement en rendement ou en infrastructure, mais dans la manière dont les habitants se perçoivent. Le cacao agit comme un miroir discret, révélant une capacité à persister malgré les regards sceptiques et les conditions adverses. Les premières productions locales, encore modestes, condensent en cette histoire. Elles ne prétendent pas effacer les difficultés, mais elles témoignent d'un effort répété, ancré dans la terre et dans les gestes quotidiens. Ce rappel du motif initial, croire qu'un futur peut se cultiver, ferme la boucle ouverte au début du récit. Il ne promet pas une fin heureuse, mais une direction assumée. Et, au fond, tout cela peut se résumer ainsi. La dignité se construit dans la durée. L'histoire du cacao au Burkina Faso ne se ferme pas avec l'apparition des premières infrastructures, ni avec les images de vergers qui verdissent lentement. Elle se prolonge dans les choix d'attention que chacun opère. Observer sans idéaliser. Comprendre sans réduire. Accepter qu'un processus encore fragile puisse porter des enseignements au-delà de ses résultats immédiats. C'est à ce niveau que le récit dépasse le cadre d'un projet agricole. Pour celles et ceux qui suivent cette trajectoire, la question n'est pas de savoir s'il existe une garantie de succès. Elle porte plutôt sur la manière d'accompagner un effort collectif sans l'enfermer dans des attentes irréalistes. Le parcours initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré invite à considérer la valeur du temps long, des ajustements successifs et des apprentissages issus de l'échec autant que des progrès visibles. Cette réflexion concerne aussi le regard extérieur. Quels récits choisit-on de relayer? Quelles expériences juge-t-on dignes d'être suivies même lorsqu'elles restent incomplètes? Le projet n'impose pas une conclusion. Il propose une conversation ouverte sur l'autonomie, la persévérance et la responsabilité partagée face aux contraintes. Et si l'essentiel était précisément là, apprendre à regarder autrement ce qui est encore en train de se construire?